Téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine Concret. Concret qui est votre magazine économique que vous avez pris l'habitude de suivre, ça fait bientôt une année. Et c'est parti pour ce nouveau numéro qui reçoit pour vous Monsieur Arsène Katumba. Monsieur Arsène Katumba qui est au fait licencié en relations internationales, mais qui est spécialiste en microfinance, mais aussi un grand expérimenté, disons, de l'épargne avec lui. Nous allons parler de l'épargne. C'est quoi l'épargne? Pourquoi l'épargne? Monsieur Arsène Katumba, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Nous allons bien. L'année 2021 a bien commencé? Oui, ça a très bien commencé. Sûr? Très sûr. Ah ben voilà, vous venez là de constater effectivement que nous sommes avec Monsieur Arsène Katumba. Je disais, c'est un internationaliste de formation. Mais déjà, Monsieur Katumba, il y a une question. Comment vous pouvez nous expliquer qu'un internationaliste que vous êtes se retrouve aujourd'hui en train de parler de l'épargne ou doit parler de l'épargne? Et quel est au fait le lien entre les relations internationales, l'épargne et les microfinances? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'un internationaliste, c'est quelqu'un qui est un touche-à-tout. Parce que quelqu'un qui termine l'université en département des relations internationales est en mesure de faire discuter des questions en rapport avec le droit, de discuter des questions en rapport avec la politique, et aussi l'économie. Beaucoup plus, nous essayons de voir l'économie internationale et locale, la politique locale et internationale, et aussi les droits locaux et aussi les droits internationaux. Donc, et en plus de cela, nous ajoutons aussi quelques cours de la diplomatie, qui est notre domaine. Mais d'une manière générale, lorsque les États se rencontrent, c'est pour tisser des liens ou des traités en rapport avec l'économie internationale, ou en rapport avec les droits internationaux, ou aussi la politique internationale. Donc, ce que vous expliquez, ça signifie un internationaliste. Justement. Est un touche-à-tout, ou sinon il est multisectoriel? Justement, oui. Donc, vous êtes dans tous ces domaines-là? Oui. En fait, c'était une précision importante parce qu'avec vous, je le disais, nous allons parler de l'épargne. Nous sommes pendant la période de la pandémie Covid-19, cette pandémie qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui a commencé en 2020, et en RDC, nous sommes actuellement pendant cette période de couvre-feu. Il y a un couvre-feu qui a été instauré, et nous avons également les écoles, les universités qui sont fermées. Est-ce que vous pensez que l'épargne... D'abord, c'est quoi l'épargne? Merci beaucoup, madame. Je crois qu'avant de donner la définition de l'épargne, je vais d'abord essayer de donner quelques contours ou son importance. Déjà, lorsque nous sommes en 1924, en 1924, il y a... Donc, vous me donnez là une genèse sur l'épargne. Oui. Il y a l'initiative de la fondation allemande, de la caisse d'épargne, qui a essayé de lancer pour la première fois en Afrique, au Burundi, de lancer cette culture d'épargne sous le thème épargnons pour demain. Vous avez dit nous sommes en 1924. En 1924. Okay. Des ans très longtemps, parce que l'épargne va toujours de pair, est vraiment lié à l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas seulement une question d'actualité où maintenant nous devons parler de l'épargne, mais ça a toujours existé. Et l'humanité a essayé d'épargner sous plusieurs formes. Mais ça a juste changé des appellations, des connotations, et jusqu'à aujourd'hui, et quand vous voyez qu'on parle des produits bancaires, mais qu'on essaie d'expliquer, c'est l'épargne. Et quand on regarde déjà en 1924, qu'on essaie de sensibiliser les Africains, épargnons pour demain. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un problème. Lorsque les gens étaient distraits, lorsque vous avez tout votre revenu, quel que soit le volume de votre revenu, vous consommez tout. Et ça posait déjà un problème pour le lendemain. La deuxième observation est que quand vous essayez de voir actuellement, nous vivons dans une période où l'humanité, où nous avons plus d'argent qu'avant. Il y a plus d'argent et des richesses que nous avons actuellement, parce que en son temps,
quand vous essayez de voir en son temps, il était plus difficile que les gens puissent construire, plus difficile que les gens puissent acheter des terrains, plus difficile que les gens puissent travailler. Avec l'expansion des entreprises minières aujourd'hui, quand on voit le Grand Katanga, donc on comprend que nous sommes à une époque où les gens manipulent plus d'argent et des richesses, mais ce qui est comme contraste, ils finissent toujours leur vie tout en étant pauvres, avec des difficultés. C'est parce que toutes ces personnes ne sont pas informées. Et ils pensent que lorsque nous avons de l'argent, qu'on peut tout dépenser aujourd'hui, nous pouvons tout abîmer aujourd'hui, parce qu'il y a des besoins du ménage, il y a besoin de la famille, il y a le luxe qui nous attend aussi. Nous pouvons tout dépenser et peut-être demain qu'on n'aura pas quelque chose. Donc c'est en somme ça. Donc l'épargne, quand vous essayez de voir, c'est cette décision. Je sais qu'il existe plusieurs définitions et qui sont beaucoup plus scientifiques parfois, qui peuvent apporter des débats et des discussions. Mais l'épargne, c'est le fait de décider de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. L'épargne, c'est le fait de décider de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. Oui. Ok. Une belle définition. Et si vous pouvez expliciter, lorsque vous dites pour faire face à des sorties d'argent plus tard, vous pouvez un peu expliquer parce que vous êtes spécialiste en épargne. Justement, c'est-à-dire que les sorties d'argent plus tard, nous avons le projet. Lorsque quelqu'un économise son argent, c'est pour un but, c'est pour un projet qu'il doit réaliser, c'est pour peut-être sa retraite, ou c'est pour s'acheter des mobiliers, c'est pour amener les enfants à l'étranger, pour offrir à ces enfants une belle formation universitaire ou même humanitaire. Alors, c'est ce que nous appelons faire sortir d'argent plus tard. Vous n'avez pas... lorsque vous avez de l'argent, par exemple, aujourd'hui, vous avez dans votre économie, dans votre budget, dans votre revenu, quel que soit son volume, il est vrai que vous allez consommer même 70% ou même 80%, mais le 20% ou le minimum de 20% doit toujours rester quelque part. Le minimum de 20%. Oui. Donc ça signifie, Monsieur Katumba, déjà le fait que vous me donnez cette définition, qui est, je pense, la plus simple, la plus potable, Justement. parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs définitions Oui. de l'épargne, mais déjà le fait de me donner cette définition, cela dit qu'il nous faut de l'argent. Oui. Mais est-ce que vous êtes sûr, en RDC, je prends le cas d'aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est déjà le mois de février. Justement. Est-ce que vous êtes sûr que l'épargne vaut encore sa place ou encore vaut encore son pesant d'or en RDC, vu les situations économiques difficiles par lesquelles traverse le peuple congolais? Merci beaucoup, madame. Je crois que les situations difficiles en RDC ne commencent pas aujourd'hui. Ce sont des situations qui ont toujours existé. Depuis 1960, quand on voit, on est passé par plusieurs crises, plusieurs difficultés, mais les gens ont continué toujours à construire, à investir, à envoyer leurs enfants à l'étranger. Ils ont investi d'une manière générale. Les gens continuent avec leurs projets, au fait. Justement. Alors, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'épargne, beaucoup pensent qu'il faut avoir des millions d'argent. Oui, mais justement, moi là, je me pose la question, à quel moment il faut épargner? On ne peut pas avoir des millions. Parce qu'on nous disons en français que pour faire des millions, il faut commencer par des mines. Il faut avoir des mines. C'est-à-dire que l'épargne, les épargnants, quand nous cessons de voir, ils n'ont pas besoin, les gens n'ont pas besoin d'avoir un revenu plus meilleur, plus juteux pour que nous puissions commencer à épargner. Et d'ailleurs, quand vous essayez de voir la plupart des gens qui ont des revenus plus jutés, ils éprouvent cette idée qu'ils finissent toujours leur vie par pauvrer avec des difficultés. Parce que la culture n'est pas dans leur tête. Et épargner, ça nécessite aussi la volonté. C'est-à-dire que lorsque vous prenez, par exemple, quelqu'un qui doit mettre chaque jour 2000 francs seulement, mettre chaque jour 2000 francs, parce que là nous prenons tout le monde dans ces sacs de 2000 francs, même un fonctionnaire de l'État. 2000 francs, ça signifie $1 à ce jour. Mais si vous prenez ces $1, vous épargnez ces $1 chaque jour, jusqu'à la fin de l'année,
vous allez totaliser jusqu'à la fin de l'année, vous avez 365 jours pour faire 365 $, qui est au fait votre revenu, votre épargne, votre richesse. Et avec ces 365, si vous l'étalez pendant 5 ans ou pendant 10 ans, vous pouvez toujours faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens peuvent dire que non, il est difficile que moi je puisse trouver 10 $ par jour, il est difficile qu'avec mon revenu, que je puisse commencer à épargner autant de 20 $ par jour, ou 50 $ ou 100 $ par jour. Mais lorsque vous commencez avec le minimum de 2000 francs ou $1, au bout d'une année, vous avez 365 jours, 365 $. Alors, lorsque vous voyez toutes ces mamans qui essayent de vendre le beignet, ou les femmes fortes que moi j'appelle. Les femmes qui vont moi je les appelle les femmes fortes, celles qui vendent des tomates, des légumes, voilà, du pain, toutes ces femmes-là. Elles ont besoin du minimum d'un capital de 150 $ ou de 100 $. Mais si cette maman ou cette femme ou le ménage est en mesure de donner d'abord, de constituer 365 $ ou 366 $ l'an, donc vous avez déjà votre capital. Vous ne pouvez pas en aucun cas aller chercher un crédit ou dans une institution bancaire. Vous avez votre capital qui vont vous permettre d'effectuer ou de tourner votre business. Là, ça devient... Donc, je veux m'attarder sur cet exemple que vous venez de donner. Ces femmes fortes que moi j'appelle, celles qui vendent des légumes, du pain, les tomates, je les appelle les femmes fortes parce qu'elles se battent sérieusement et ces domaines pour faire vivre leur ménage. Je pars de cet exemple que vous donnez. On épargne $1. Cette maman épargne $1. $1, à la fin de l'année, elle se retrouve avec 365 $ ou 366 $. Ça dépend de l'année. Alors, avec les 365 $, vous êtes déjà convaincu qu'elle peut effectuer un projet. Ça signifie, l'année prochaine, elle peut se dire, bon, je prends un peu de sous ici, oui, pour que j'effectue encore, que je reprenne avec mon business. Oui. Mais à ce moment-là, l'épargne ne va pas évoluer. Ça signifie que son épargne va régresser. Oui. Parce que sur le 365 jours, le 365 $, elle doit prendre encore 100 $. Il restera, si les calculs sont bons, 265 $. Oui. Elle reprend le même cycle l'année prochaine. C'est ce que ça signifie. Oui, c'est-à-dire qu'elle a l'épargne qu'elle a constituée la première année, lui donne la possibilité d'avoir un fonds de roulement, un fonds de démarrage. Okay. Elle peut prendre et soutirer 100 $, elle reste avec 265 $. Mais la culture de l'épargne doit continuer. Lorsque son unité de production tourne, ou lorsqu'il fait une activité génératrice de revenus, il commence à tourner, ça tourne avec ces 100 $ comme le fonds de roulement, mais de l'autre côté, sa même culture de l'épargne doit toujours continuer. La deuxième année, il doit avoir les 265 $ plus les 365 qui vont en revenir. Et de l'autre côté, il a une activité. Okay. Au fur et à mesure qu'il continue, il peut facilement ponctionner dans ses épargnes pour ajouter une activité secondaire ou pour renforcer son activité par rapport à sa capacité de vente. Je vois vraiment que nous avons un spécialiste en épargne. Mais Monsieur Katumba, vous avez oublié une chose. Oui. Mais cette femme forte, cette vendeuse, cette maman qui fait tout ça, elle a aussi d'autres problèmes, les imprévus. Oui. Donc, elle a soit un problème de santé, soit c'est pour elle, ou ses enfants, ou c'est le mari, ou encore un cas de deuil, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique, et qu'en RDC, nous n'avons pas la culture des assurances. Justement. Comment elle fait? Puisque vous lui demandez d'épargner. Elle dit, ok, je vais épargner, Monsieur Katumba, mais je me retrouve avec cet argent, mais j'ai des cas de décès en famille, j'ai des cas de maladie. Comment elle fait? Est-ce que l'épargne va continuer? Effectivement, je sais que c'est une situation que nous traversons ici en RDC, parce que surtout qu'on n'a pas la politique des assurances, on n'est pas vraiment assuré. Cette femme forte, je pense que c'est une bonne appellation, oui, cette femme forte là, elle doit contribuer. Si elle a des problèmes du deuil, d'abord elle doit contribuer à la hauteur de ses moyens.
à la hauteur de ses moyens qu'elle doit contribuer au niveau du deuil de sa famille. Lorsque l'enfant est malade et souffrant, elles doivent aussi essayer, parce que ce n'est pas, on suppose qu'elle peut être une femme seule, tout comme elle peut être une femme mariée. Le ménage doit avoir aussi d'autres sources, ils doivent aussi garder. Mais la femme doit aussi contribuer, parce qu'amener ses enfants, c'est pour cela, normalement la raison de l'épargne, c'est pour faire face à des sorties d'argent plus tard, comme nous avons dit dans cette définition. Ça peut être effectivement des cas de maladie, mais des maladies où elle peut fonctionner dans ses épargnes pour soigner son enfant. Mais on peut aussi se retrouver avec une maladie où, lorsqu'on prend dans cette épargne, on vide tout le compte. Effectivement, on peut arriver de vider tout le compte, mais c'est le cycle. On doit toujours renouveler de l'énergie, parce qu'avec de l'expérience que vous avez vécue, si vous avez vécu de l'épargne, une expérience pendant 5 ans, et c'est que ça vous a rapporté, et que vous avez vidé parce qu'il y avait une extrême urgence, vous pouvez vider cet argent, c'est toujours bien, il n'y a pas de problème. Mais là, ça doit être le cycle. Vous avez encore renouvelé votre courage, prendre votre courage en main pour continuer à faire ces épargnes. Vous pouvez également épargner pour un projet. Lorsque vous arrivez au bout, vous estimez que pour réaliser mon projet ou acheter quelque chose pour le ménage, c'est dans environ des 2000. Lorsque vous réalisez des 2000 $, vous achetez, ça dit que vous avez vidé votre économie. Vous allez encore reprendre ce cycle en train de continuer à épargner du jour au jour. Bon, de toute façon, qu'on essaie de voir, parce que quand vous avez vos économies, on ne doit pas toujours avoir un sort de zéro. Il faut toujours rester quelque chose et garder quelque chose dans vos épargnes, dans vos économies, pour que vous puissiez aussi avoir ce courage de continuer aussi à mettre de côté quelque chose. Vous qui êtes spécialiste en microfinance, vous êtes spécialiste en épargne, vous enseignez même sur l'épargne, l'épargne disais-je, vous organisez des conférences. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce secteur? Ça fait maintenant 2 ans, d'abord 8 ans que j'étais en train de travailler avec les institutions de microfinance ici en RDC. Et les 2 autres années que je suis en train de, comme consultant, ce sont des données. Donc ça fait au moins 10 ans. Dans les 10 ans, quelles sont les catégories des personnes, ou sinon des classes sociales, de ceux-là qui ont évolué avec l'épargne? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez depuis 10 ans qui continuent avec cette culture d'épargne, ou ça s'est arrêté à un moment? Et si ça s'est arrêté, c'est exactement quoi? Puisque vous êtes spécialiste, je rappelle que nous allons vous recevoir pour une 2e fois. Nous allons entrer dans le vif de ce sujet. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Pourquoi, à quel moment, l'épargne n'a pas marché pendant les 10 ans? Parce que bon, là vous nous présentez seulement le bon côté. Nous aimons savoir aussi quel est le mauvais côté de l'épargne. Les téléspectateurs qui suivent, surtout les téléspectatrices qui suivent, doivent savoir quel est le bon côté de l'épargne. Oui, le bon côté vous avez présenté, mais plus le mauvais côté. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on décide d'épargner? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je crois que premièrement, ce n'est pas le mauvais côté, ce qu'on peut parler des inconvénients de l'épargne, ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, le plus grand problème, c'est la consommation, qui est l'ennemi de l'épargne. C'est la consommation. Quand vous essayez de voir, nous consommons, si on peut le dire, nous consommons mal nos revenus, tout ce que nous avons, nos biens, nous essayons de les consommer mal. Il y a une catégorie de personnes aussi qui estiment que ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, quand on les sensibilise sur l'épargne, ils disent non, c'est à quoi bon de le faire? Pourquoi on doit le faire? Nous allons faire ça l'année prochaine. Les autres négligent, ils disent que bon, ça ne sert à rien, que nous pouvons le faire. Et puis d'autres disent que non, ça ne sert à rien, que moi je commence avec 5 $, mais ça n'a pas de sens. Moi je vais commencer avec 50, 100 $. Et pourtant, c'est que nous oublions que pour faire des millions, il faut commencer par des millions. Par des petites histoires que nous pouvons commencer et arriver jusqu'à voir une très bonne fortune dans votre ménage. Il y a aussi une catégorie de personnes, lorsque nous discutons avec eux, ils disent que non, moi je suis habitué
à consommer ou à entrer dans le restaurant chaque midi. Donc ils ne peuvent pas lâcher leurs habitudes pour dire que non, ça devient difficile. Parce que lorsque dans l'économie, on dit qu'à chaque courbe d'indifférence correspond votre comportement ou même votre revenu. Ça dit que la courbe d'indifférence représente votre revenu. Lorsque le revenu change, ou vous quittez d'une courbe d'indifférence vers le bas ou vers le haut, vous devez automatiquement aussi changer les habitudes ou les comportements. Quelqu'un peut toucher un montant X qui est largement supérieur, mais il essaie son économie. Nous avons vu pendant cette période de pandémie, il y a des salaires divisés par 2. Nous allons y revenir, parce qu'il y a une question là-dessus. Toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on divise par 2, ces habitudes-là restent. Moi, je dois toujours être à midi dans des restaurants. Alors, vous n'avez pas cette capacité avec le revenu que vous avez avant et le reste, c'est-à-dire que vous allez creuser même vos économies, vos épargnes, parce que vous voulez toujours apparaître et garder votre vie luxueuse. Le standing. Le standing, ça garde toujours un problème. Donc, le mauvais côté, c'est que plusieurs ne veulent pas changer leurs habitudes. Justement. On reste accroché à un certain niveau de standing et on trouve que c'est trop demandé d'épargner. Oui. La fois prochaine, nous allons revenir sur ça parce que vous allez nous dire quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en place. Mais je reviens sur cette question de la pandémie. Je l'avais dit au début, la RDC est encore sous cette pandémie, cette menace sanitaire qui n'a pas frappé que la RDC, le monde entier. Sous Covid-19, vous l'avez évoqué, des revenus qui ont été réduits, des personnes qui ont perdu leur emploi. Justement. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas perdu leur emploi et qui ont gagné un petit business, un bon business, avec la vente des masques, avec la vente des désinfectants. Il y en a qui se sont fait un peu d'argent pendant Covid-19. Mais la question, ceux qui ne se sont pas fait de l'argent, qui ont vu leur salaire être réduit, là je ne parle pas d'abord des femmes fortes, les femmes fortes qui avaient l'habitude d'aller vendre des légumes ou leur pain, tomates, auprès de ceux qui tiennent des restaurants. Il y a certains restaurants où on n'a plus beaucoup de personnes qui fréquentent. Parce que bon, les gens se disent, je peux aller là-bas et je suis contaminé. Mais en pleine pandémie, comment faudrait-il faire pour continuer à observer l'épargne ou continuer à avoir cette culture d'épargne? C'est parce que la pandémie est encore là. Comment faudrait-il faire? Merci beaucoup, madame. Je crois que ce qu'on doit savoir, que chaque crise donne toujours une opportunité à d'autres personnes de créer quelque chose ou d'imaginer. Effectivement, il y avait la pandémie, et la pandémie a vraiment bouleversé beaucoup de choses au niveau international, même ici chez nous. Et on a vu des familles commencer à pleurer. Parce que lorsque vous avez le responsable vient de perdre son emploi ou le salaire est divisé par 2, on a réduit, et cela pose toujours aussi un problème. Le plus grand problème, ce n'est pas la pandémie Covid-19. Le plus grand problème, c'est le comportement de l'homme. C'est une crise, comme toute autre crise. Il y en a eu autant de crises à travers le monde entier. Et ici, en RDC, il y avait aussi une crise, le boom minier en 2008, en 2008, on avait aussi cette crise. Alors, ce sont des événements qui arrivent pour nous donner une matière à réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que quand vous remarquez, avant la pandémie, bon, c'était tout à fait normal, les gens pouvaient consommer les revenus sans pour autant mettre quelque chose de côté. C'est comme si demain, nous allons mourir. Nous allons tout consommer aujourd'hui et puis c'est fini. Alors, pendant la pandémie, on a vu des ménages et même des gens commencer à réfléchir. Mais si je savais, je devais mettre quelque chose de côté. Parce que là, vous êtes en face d'un commerçant qui vous présente un sac de farine à 100 000 francs. Vous n'avez pas, vous avez votre ménage, vous avez des responsabilités à faire. Et c'était difficile. Vous n'avez pas d'emploi, on n'a pas d'unité de production, et c'était vraiment compliqué. Heureusement que le sac de farine de maïs maintenant est à 23 000 francs congolais ou 24 000 francs congolais. Pendant cette période-là. Et les gens commençaient à réfléchir. Parce que j'avais discuté avec beaucoup de gens, et c'était pendant cette période que j'étais à l'ICASI,
il y a une association, les gens ont dit que vous devrez venir avant, mais maintenant nous commençons à souffrir. Je dis, mais ce n'est pas ça le problème. Lorsqu'on a levé l'état d'urgence, on a dit que les autres secteurs économiques peuvent fonctionner, les bars, les hôpitaux. Bon, maintenant on dit les écoles. Ok, les gens pouvaient quand même tourner, les gens pouvaient aller au travail, avoir une petite activité, il y a le marché qui fonctionne. Et après cela, les gens reviennent à leurs anciennes habitudes. Pour consommer, non, ça je vais le faire demain. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, je vais le faire peut-être l'année prochaine et je le ferai peut-être après. Mais c'est que nous vous disons, madame, qu'il est possible, vraiment très possible, que même en pleine pandémie, que vous puissiez épargner. Donc, même en pleine pandémie, nous pouvons épargner. Quand je dis nous, ça signifie tous ceux qui veulent épargner, donc les femmes fortes, les travailleurs, tous ceux qui sont également au chômage, qui gagnent toujours un petit rien quelque part, on peut toujours épargner. Ça signifie l'épargne, en quelque sorte, c'est un sacrifice. Justement, l'épargne, c'est un sacrifice. Pour épargner, il faut accepter de se sacrifier. Mais ce sacrifice est à quelle hauteur? C'est pas compliqué. Oui. Lorsque moi je sais Vous, le spécialiste, dites-nous le sacrifice, l'épargne, c'est... Moi je donne une simple définition, ça signifie épargner, ou l'épargne c'est un sacrifice. Mais ce sacrifice est à quelle hauteur? En fait, l'auteur du sacrifice, c'est... D'abord, nous disons que l'épargne c'est un sacrifice, et nous devons nous sacrifier pour arriver à économiser notre richesse. Le niveau de sacrifice, moi je pense que ce n'est pas important qu'on essaie de parler de sacrifice à quel niveau. À chacun de voir. À chacun de voir selon ses revenus et à chacun de voir selon ses moyens et à chacun de voir selon ses possibilités. Et même l'occasion qu'on nous donne la possibilité aussi de mettre de côté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent épargner chaque jour, un petit montant, il y a des gens qui peuvent épargner hebdomadairement, il y a d'autres qui peuvent épargner mensuellement. Alors vous pouvez vous dire, au lieu que je puisse épargner mensuellement, c'est beaucoup d'argent, pour que je ne puisse pas avoir des difficultés à la fin de l'année, mais je peux peut-être chaque jour au moins, moi j'estime que c'est plus simple. Parce qu'au moins, chaque ménage ou chaque personne ne peut pas manquer, je parle en moyenne, ne peut pas manquer même 2000 francs ou 3000 francs par jour. Il peut se dire que bon, je peux mettre quelque chose de côté, j'oublie, parce que quand vous épargnez, vous devez normalement oublier pour dire que vous avez placé de l'argent quelque part. Mais si vous y placez, vous regardez chaque jour, et cela pose un problème. Vous allez facilement arriver, casser la petite caisse et puis rentrer récupérer votre argent. Vous y êtes arrivé, il faut, c'est épargner, c'est un sacrifice, mais la hauteur, cela dépend de chacun de nous par rapport à ses revenus. Mais vous y êtes arrivé, vous avez parlé d'une caisse. Comment il faudrait, lorsque nous épargnons, comment conserver ce que nous épargnons? Parce qu'en fait, en RDC, il y a une mauvaise habitude de la thésaurisation. Les Congolais sont habitués à garder l'argent chez eux à la maison. Il y en a moins qui connaissent les banques ou qui ne font pas confiance ou qui ne font plus confiance aux banques. Comment il faut conserver cet argent? Est-ce que je le mets sous mon lit, cette femme forte qui me suit, sous le matelas, disais-je? Est-ce que je le mets sous le matelas? Est-ce que je dois créer une caisse comme nos grands-parents le faisaient, une sorte de tirelire pour que je mette cela? Comment il faudrait que je conserve cet argent que j'épargne? Je crois que c'est une très très bonne question, mais que la plupart des gens essaient de dire que c'est difficile d'épargner parce que si je dois construire une petite caisse, c'est plus facile de... Ou une bouteille. Une bouteille, c'est pour quel que soit le moyen, mais c'est une façon de conserver, garder de l'argent. Normalement, parce qu'aujourd'hui nous disons que beaucoup de gens préfèrent garder du cash et voir les transactions avec le cash, mais vous pouvez garder l'argent premièrement d'abord à la maison, et puis dès la maison vers une institution bancaire,
Parce que lorsqu'on garde l'argent à la maison, on ne sait pas, hein, on vit ce qu'on vit aujourd'hui en RDC, et tout peut arriver. Justement, c'est-à-dire ça dépend. Lorsque vous dites que moi je ne peux pas, si vous avez, par exemple, vous avez d'abord de l'argent à la maison, de la maison vers une institution bancaire, c'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte dans une banque ou dans une institution de microfinance, vous avez un compte là, c'est un endroit très sûr pour garder votre argent, pour garder vos économies, vos épargnes. C'est vraiment un endroit très sûr. Bon, maintenant, avant d'arriver dans une institution bancaire, l'argent est d'abord à la maison. Alors, vous prenez de la maison vers la banque, vous ouvrez facilement un compte. C'est-à-dire que lorsque vous avez maintenant de l'argent, vous pouvez peut-être, aujourd'hui, vous êtes une femme forte, fait ses business, à ses entrées aujourd'hui, mais c'est demain qu'elle doit aller déposer à la banque. C'est de la maison vers la banque. Elle doit vraiment se battre, parce que ça doit être une priorité pour déposer, parce que c'est l'unique endroit très sûr que vous puissiez protéger vos économies et garder votre richesse. Les banques, tout comme les institutions de microfinance, acceptent n'importe quel montant pour que vous ne puissiez pas vous dire, il y a eu des gens qui circulaient même dans le marché pour récolter même des 1000, des 3000, des 3000 francs, pourvu que vous ne puissiez pas... Moi je veux vous aider, peut-être que les institutions de microfinance acceptent n'importe quel montant, mais les banques, on a des problèmes en RDC. Oui, les banques actuellement, parce que quand vous essayez de voir la plupart de certaines banques... Nous sommes dans le cas de l'épargne. Hein? Justement, certaines banques essayent de s'adapter à cette réalité aussi. Mais néanmoins, les institutions de microfinance, normalement, ce sont des institutions qui doivent couvrir, parce que c'est vide. Toute personne ne doit pas, en son temps, ne pouvait pas aller dans une banque ouvrir un compte bancaire parce qu'il y avait des conditions, des exigences. Et c'est ainsi qu'on a compris, dans le cas de l'inclusion financière, pour permettre à tout le monde, on a utilisé la microfinance comme l'outil pour qu'on arrive à l'inclusion financière. Permettre à tout le monde d'accéder à un compte bancaire et d'ouvrir un compte et de garder son argent dans une institution. C'est ainsi qu'on a créé des institutions de microfinance qui essaient de ramener tout le monde qui n'avait pas cette culture. C'est à partir des institutions de microfinance que beaucoup de gens ont la culture de l'épargne, que nous devons déposer de l'argent dans les comptes, et nous devons déposer ici. Loin de moi l'intention de faire une publicité pour ces institutions de microfinance, mais vous êtes d'accord avec moi qu'en RDC, il y a encore un nombre assez réduit des institutions de microfinance. Si j'essaie de faire des calculs dans ma tête, sans citer le nom, je pense qu'en RDC, il n'y a que 4 institutions de microfinance. On n'est pas encore arrivé. Effectivement, on n'est pas encore arrivé parce que quand on essaie de voir dans le fin fond, ça pose un problème. Parce que lorsque même quand on doit payer des fonctionnaires, on utilise d'autres ONG, au lieu que ça passe par une banque ou une institution de microfinance. Il y a des endroits où il n'y a pas de banques, mais dans ces endroits, j'ai vu qu'il y a des ONG qui apprennent cette culture de l'épargne, qui essayent de montrer à toutes ces personnes de regrouper, d'épargner et montrer comment est-ce qu'il faut garder l'argent aussi. Oui, c'est là qu'il y a un problème. Nous allons revenir avec vous dans ce fait. Nous allons également nous arranger au cours de cette année à recevoir ceux qui sont responsables dans des institutions de microfinance. Je reçois M. Katumba, donc la femme forte reçoit M. Katumba. M. Katumba, vous dites à cette femme forte qu'elle doit épargner, elle a son argent, elle se dit, avec tout ce qu'on connaît dans ce pays, je dois aller maintenant mettre mon argent à la banque ou sinon dans une institution de microfinance. Mais elle arrive sur place, au lieu qu'elle soit servie, si j'exagère, dans 2 heures du temps, elle sera servie dans 5 heures du temps. Est-ce que vous ne pensez pas que les banques et les institutions de microfinance en RDC ne facilitent pas les choses en ce qui concerne l'épargne? Bien sûr, parce que c'est mon point de vue également. J'ai essayé aussi d'observer, de tourner dans plusieurs banques ici. Et il y a même des formations dans cela. Parce que le problème avec les banques, c'est la gestion des files d'attente qui doivent aussi essayer d'améliorer. Parce que moi, je ne peux pas venir aussi dans une banque faire 2 heures du temps pour effectuer un dépôt. D'abord un dépôt. C'est comme ça que je dis, j'ai dit d'abord, j'ai exagéré. Oui. 2 heures du temps.
Puisque moi-même, je sais ce que je suis en train de dire. Justement. Donc, c'est vraiment exagéré, j'ai mis 2 heures, mais sinon, il y en a qui font 5 heures du temps. Est-ce que ça encourage l'épargne? Ça n'encourage pas, mais je pense qu'il y a certaines institutions financières qui ont essayé aussi d'améliorer. C'est pour cela qu'il y a la nouvelle technologie pour essayer de faciliter. Et aussi les nombres des agences ou les nombres de banques que vous avez. Vous pouvez avoir une seule banque, mais vous devez recevoir 5 000 ou 10 000 clients, parce qu'il y a des gens qui doivent venir faire le dépôt physiquement, et ça pose aussi un problème. Mais ce qui est plus important, la plupart des banques doivent avoir aussi cette notion de la gestion de la ligne d'attente. C'est la file d'attente parce que je ne peux pas faire une heure du temps, je ne peux pas faire 2 heures, je ne peux pas faire 3 heures pour effectuer juste un dépôt. Parce que c'est juste un dépôt pour mes économies et juste un dépôt pour épargner, éviter que quand je rentre avec cet argent, je vais abîmer cela facilement. Nous allons revenir à vous, M. Arsène Katumba, fidélisateur. Je rappelle que nous recevons pour vous M. Arsène Katumba, qui est au fait internationaliste de formation. Il est spécialiste en microfinance, mais aussi spécialiste en épargne. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'épargne en RDC, et plus précisément dans la province du Grand Katanga. Je préfère parler de l'ex-province du Grand Katanga, parce que dans la prochaine émission, le prochain numéro, nous allons aborder toutes ces questions. Nous revenons, nous allons revenir, mais tout de suite, je vous demande de suivre Concret dans le concret. Vous avez eu la fois passée cette rubrique qui a commencé en 2021, où nous vous présentons la situation réelle de ce qui se passe sur le plan économique. Mon réalisateur, s'il est d'accord avec vous, on va vous présenter les tableaux des prix prix des métaux et non-métaux fin 2020 et début 2021. Vous allez voir comment ça se comporte sur le marché, donc au niveau de la bourse, comment les prix de métaux évoluent. Pourquoi les prix des métaux et des non-métaux? Parce que la province du Grand Katanga, c'est une province minière où tout le monde parle du cobalt du Grand Katanga, on parle du cuivre du Grand Katanga, on parle de l'uranium. C'est une province où il y a beaucoup de choses. Les nouvelles technologies ont besoin de tous ces métaux. Suivez comment ça a évolué avec ces tableaux. Monsieur Arsène Katumba, nous sommes pratiquement en train de chuter pour ce magazine d'aujourd'hui concret. Oui. Est-ce que l'épargne, il faut commencer ou il faut arrêter ou il faut évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour clôturer ce magazine d'aujourd'hui? Merci madame pour clôturer. Je pense qu'il est très important pour chaque ménage de commencer plus tôt. Si on ne sait pas commencer plus tôt, je pense que dans 5 ans ou dans 3 ans, beaucoup de gens vont toujours le regretter. Parce que si on le commence aujourd'hui à faire nos économies, c'est pour un projet, pour quelque chose qu'on doit réaliser, pour faire face à des difficultés, à des situations difficiles, mais on doit commencer aujourd'hui. On n'est pas obligé de ramener ça demain ou l'année prochaine. Donc on doit le faire aujourd'hui. Si on ne le fait pas, je pense que dans 5 ans ou 3 ans, vous allez facilement le regretter. Nous sommes en 2021. Quelles sont les personnes qui vous ont déjà contacté pour une formation
ou sinon vous pouvez leur donner votre numéro de téléphone pour qu'ils vous contactent pour une formation. Oui, vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone. Oui, vous le dites. Qui est le 09 970 39 160 ou bien les 081 50 64 910. C'est tout? Je crois que c'est tout. Et il y a aussi des écoles qui m'ont contacté. Alors pendant cette période qu'on ne sait plus, les élèves ne se réunissent plus et n'étudient plus, donc on est obligé. Donc l'épargne concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde. Les élèves, les étudiants? Les étudiants, les femmes fortes et même les travailleurs dans des entreprises. Nous allons y revenir. J'ai dit que c'était un premier numéro avec vous dans le cas de l'épargne. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui concret. Monsieur Arsène Katumba, nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et fidèles téléspectateurs, si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la programmation de l'RTNC Katanga. Dites merci à la réalisation d'Espérance Média. Je vous dis une chose, il faut espérer, il est permis d'espérer. L'espoir est né en 2021, ça c'est sûr. 2020, ça a été une année compliquée, mais 2021, je vous dis que c'est une année pleine d'espoir. Bye bye et à la prochaine.